Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Moins de foie gras, moins de décoration, les fêtes de fin d'année se mettront-elles au régime dans quelques semaines? Sur fond de tensions économiques, Noël pourrait être avare en gourmandise cette année. Reportage à suivre de Via Occitanie et de TBO dès le début de ce journal. La fin des montagnes russes pour les parcs d'attractions. Après 2 saisons marquées du sceau du Covid, les visiteurs reviennent en masse se divertir, comme l'a constaté Canal 32 dans l'Aube. Elles seront 30 à prétendre à la couronne de Miss France le 17 décembre prochain. À quelques semaines du jour J, les Miss se préparent à séduire public et jury. Reportage en Martinique avec la rédaction de Via ATV dans quelques instants. C'est une spécialité riche et gourmande des Hauts-de-France. La rédaction de WEO TV, la chaîne de La Voix du Nord, nous fera découvrir les secrets du gâteau battu. Évidemment, beaucoup de sucre et beaucoup de beurre en perspective. Prix à la hausse, production à la baisse. Le foie gras, produit phare des fêtes de fin d'année, se fera-t-il rare sur la table des Français dans quelques semaines? Le sujet préoccupe les professionnels du secteur, confrontés parallèlement à une forte épidémie de grippe aviaire et des coûts de production très élevés. Explication près de Perpignan avec ce sujet de Barry Isaac pour Via Occitanie. C'est un produit dont raffolent les Français, le foie gras. À l'approche des fêtes, nombreux sont les acheteurs comme ici au Soleil. Mais cette année, les prix ont nettement augmenté, alors les consommateurs sont-ils prêts à payer plus cher? Dans une certaine limite. On verra les augmentations, le prix au kilo, ce que ça donnera, mais effectivement, je me fixerai une limite. Ah, si c'est trop cher, non. Si c'est trop cher, non. Absolument, pas seulement pour avoir du foie gras, mais aussi pour justement soutenir les producteurs pour qui c'est difficile. Cette année, le foie gras cru coûte environ 50 € le kilo contre 40 l'année dernière. Ce producteur du Tarn a vu son stock de foie baisser de 20%. Responsable de cette pénurie, la grippe aviaire qui gêne l'approvisionnement des canetons dans l'ouest de la France. L'augmentation due au manque est due aussi au coût de l'élevage. Comme les céréales ont doublé, alors les prix des canards ont augmenté de 52%. Claude Vassaille fait partie des 5 producteurs de canards gras des Pyrénées-Orientales. Même si le département est moins concerné par cette épidémie, les conséquences sont là. Elle a dû augmenter ses prix de 10 à 18%. Une année difficile pour les éleveurs qui aura sans doute une répercussion sur les prix l'année prochaine. On fait nos calendriers presque 1 an à l'avance, voire sinon 6 mois, pour commander les petits, pour que ceux qui produisent les petits les mettent en place, etc. C'est une filière longue. Et donc du coup, il y aura une incidence de prix parce qu'il y aura peu de quantité. Face à cette épidémie de grippe aviaire, le ministère de l'Agriculture vient de porter le niveau de modéré à élevé. La France devrait produire 11 000 tonnes de foie gras cette année, contre 16 000 pour une année normale. Voilà, et si le foie gras pourrait se faire plus discret pour vos repas de fin d'année, les illuminations de Noël ne sont pas, elles non plus, épargnées. Vous l'avez peut-être remarqué dans les rues, certaines mairies, particuliers ou commerçants ont décidé de baisser la voilure des décorations pour préserver leur facture d'électricité, bien sûr. Des choix pour la sobriété énergétique qui impactent évidemment les professionnels du secteur. Un reportage en Bretagne de Valérie Leroux-Coleno pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme sur place. Il est l'un des rares fabricants d'illumination à confectionner à la main la magie de Noël, celle qui fait scintiller de nombreuses villes et villages bretons. Mais cette année, la crise énergétique assombrit le décor. J'ai pratiquement perdu 40% des contrats. Beaucoup de commerçants ont annulé, ainsi que les mairies ont peur. Et ceux qui avaient déjà des contrats? On a enlevé des motifs de Noël pour passer sur Octobre Rose. Ça aurait dû être facturé, Mais au final, non. C'est le compromis trouvé notamment entre l'artisan et la commune de Saint-Onant qui a tenu à honorer son contrat. Mais histoire de ne pas se faire enguirlander et éviter les querelles, le clocher restera cette année dans l'obscurité. Son illumination habituelle, grâce à 8 spots, était en effet la plus coûteuse. On est sur une consommation kilowattheure de 350 sur l'année dernière. En diminuant cette année, on va passer de la moitié moins sur un budget globalement de 85 €, donc c'est pas exorbitant. Question plus que budgétaire, d'image. On se sentait obligé, on ne peut pas dire à nos concitoyens, à nos associations, faites ce que je dis mais pas ce que je fais.
Le vrai impact sur la facture, lui, arrivera avec la nouvelle année. C'est pourquoi la durée des illuminations a été réduite de 6 à 4 semaines. Sur le 1er janvier 2023 sur Saint-Tenant, les augmentations des énergies qu'on va avoir sont de 246%. En parallèle, la durée de fonctionnement des candélabres de la commune a été réduite d'une demi-heure par jour. Il faut vraiment regarder de ce côté-là, quoi. Tout ce qui est halogène, tout l'éclairage public qui ne sont pas encore équipés en LED. Et non sur les décors de Noël qui, selon lui, brillent à côté par leur sobriété. Une guirlande de 5 mètres, on va être à 3,5 watts pour 5 mètres de l'heure, quoi. Ça me met en colère parce que nous, ça consomme pas grand-chose et on est regardé de travers là-dessus alors que c'est le visuel qui nous casse du sucre et limite on nous coupe les vives encore, quoi. L'artisan travaille déjà des alternatives encore moins consommatrices pour l'année prochaine. L'osier que je peux récolter moi-même et greffer ça dans mes motifs. Et des boules 3D grâce à l'imprimante 3D, voire un investissement là-dessus pour l'année prochaine. Mais vu la conjoncture, on verra. En attendant, il espère que certaines communes bretonnes entendront son appel. Les communes, justement, elles sont nombreuses à chercher des solutions pour réduire leur consommation énergétique. Exemple concret à Limoges, où la mairie a entamé, il y a 5 ans déjà, d'importants travaux pour rénover l'hôtel de ville. La bâtisse historique, magnifique, comme vous le voyez sur ces images de la rédaction de 7 à Limoges, se veut désormais exemplaire en consommation. Précision recueillie par Alain Druot sur place. C'est un bâtiment qui date de la fin du 19e, donc voilà, il est assez représentatif de ce type de bâtiments qui ont été construits à cette époque-là. Ça, on a diagnostiqué l'ensemble des menuiseries une à une, avec des relevés assez précis. On a pu dater les différentes phases, mais on a aussi fait une étude thermodynamique du bâtiment, donc c'est-à-dire une modélisation du bâtiment et de son fonctionnement jour par jour dans l'année, en fonction de l'ensoleillement, la température extérieure, le chauffage intérieur. Christian Cambon était l'invité de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde jeudi dernier. Le sénateur, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, est notamment revenu sur les nouvelles tensions liées à la guerre en Ukraine. Regardez cet extrait. Zelensky appelle beaucoup les États à le soutenir en termes d'armement. Est-ce que la France a fait assez sur ce plan-là ? Elle fait tout ce qu'elle peut. Elle fait tout ce qu'elle peut. J'ai dit tout à l'heure que nous avions une armée qui avait été éreintée par 20 ans de difficultés. Donc c'est assez compliqué de donner ce que nous n'avons plus tout à fait. Sauf les Césars. Alors les Césars. Mais derrière les Césars, la France a donné aussi beaucoup. Alors elle a une attitude qu'il faut aussi comprendre. Pour des raisons de sécurité, la France ne dit pas tout ce qu'elle fait, parce que d'abord, il y a des problèmes d'acheminement, et on n'a pas envie de renseigner les adversaires de l'Ukraine sur les chemins que suivent les approvisionnements, notamment les approvisionnements en armes. Il y a des moyens importants qui sont faits. Il y a des formations qui sont offertes aussi à des militaires ukrainiens, et elles s'avèrent aussi très efficaces. Il y a, c'est vrai, ces canons César qui changent la situation, mais on ne peut pas s'aligner par rapport aux États-Unis qui ont évidemment des moyens tout à fait conséquents. Face au territoire, avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Christian Cambon, est à voir ou à revoir sur le site de TV5 Monde et des partenaires de l'émission, Ouest France, Nice Matin, France Antilles, 20 minutes et Centre France, La Montagne. Sans transition, prenons la direction de la Guyane à présent, où la construction d'une centrale électrique est l'objet de toutes les tensions dans l'ouest de la région. Le projet est notamment rejeté par des membres de la communauté amérindienne de Guyane. Ils demandent l'arrêt définitif des travaux et le déplacement de l'usine vers un autre site. La société chargée du projet espère bien, quant à elle, ouvrir la centrale dans un peu moins de 2 ans. Le point sur la situation avec ce reportage sur place de Franck Chassagnon. Ils se sont installés ici il y a des décennies. Les habitants du village amérindien de Prospérité, situé à 10 km de Saint-Laurent-du-Maroni, sont révoltés. Leur espace de vie est aujourd'hui menacé. Au cœur du problème, l'installation d'une centrale électrique à proximité de leur habitation. C'est une forêt qui est utilisée depuis plus de 30 ans maintenant par les familles du village Prospérité pour se nourrir et pour ne pas tomber dans la précarité et puis pour faire, c'est un espace de transmission également des savoirs traditionnels. Soutenu par les délégations de Cayenne, du Haut-Maroni, de l'Oyapock, du Suriname et bien sûr des environs de Saint-Laurent-du-Maroni, ce combat qui a commencé il y a plusieurs années est aujourd'hui au point mort. Le 24 octobre dernier, 4 militants avaient été placés en garde à vue avant d'être relâchés. Alors aujourd'hui, ils ont décidé de reprendre leur terrain.
Depuis 2017, de toute façon, l'autorisation a été donnée. Depuis 2019, même en amont, en 2019, ils ont tombé d'accord sur ce projet-là, entre eux signer un document pour dire voilà, c'est ici que ça va se faire ce projet. Mais jamais de consultation avant de signer quelque chose. Déterminés, les manifestants exigent que l'ensemble des machines quittent définitivement leur forêt. Pour eux, un autre terrain doit être trouvé. Il y a plein d'endroits qui peuvent convenir, qui sont pas trop loin des lieux d'habitation. Par exemple, s'il faut absolument des collines, il se trouve qu'entre Mana et Javoué, il y a juste ce qu'il faut comme zone collinaire. De son côté, la CEOG, l'entreprise privée désignée pour exploiter le site, assure de construire une centrale high-tech et respectueuse de l'environnement. Quant à son emplacement, il n'a pas été choisi au hasard. Tout le monde a un peu son avis, bien sûr, et chacun a son avis sur les choses. La zone de Mana n'est pas très intéressante. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous raccorder au Carrefour Margaux, de façon alimentée, principalement Saint-Laurent. Nous avons pendant des années étudié l'ensemble des possibilités et il s'avère que ce lieu est le meilleur. Déplacer le projet signifie annuler le projet. Annuler le projet veut dire qu'il n'y aura pas d'électricité pour la population de Saint-Laurent à l'horizon de 2 ans. Aujourd'hui, les travaux de défrichement sont à l'arrêt. Le bras de fer entre les habitants et la direction de la centrale est loin d'être réglé. L'ouverture de la centrale électrique est prévue en octobre 2024. C'est l'un des secteurs qui a le plus subi les effets de la pandémie. Les parcs d'attractions et de loisirs retrouvent le sourire après 2 années pour le moins très compliquées. Dans l'Aube, le parc Nigloland vient de fermer ses portes il y a quelques jours pour une pause hivernale. La saison 2022 lui a permis de battre son record de fréquentation. Un reportage de Canal 32, regardez. C'est la tradition. Les derniers visiteurs de la saison de Nigloland peuvent repartir avec les citrouilles du décor. Un souvenir de plus pour cette saison 2022 du parc d'attractions de Dolencourt. Elle s'est refermée ce dimanche soir sur un record, plus de 760 000 visiteurs. C'est 100 000 de plus que l'ancien record. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas ouvert le parc à Pâques. C'est l'après-Covid, les gens ont besoin de sortir, donc ils ont peut-être surconsommé les sites de loisirs comme Nigloland ou d'autres endroits. Ça a été les 35 ans au mois de juin avec une grande fête. On a fait aussi un été record avec une fréquentation assez impressionnante. Pour la première fois également, la période Niglowin s'est prolongée jusqu'à la mi-novembre. Mais cette fréquentation record, il faut aussi la gérer. Le week-end du 1er novembre, le parc d'attractions a même dû fermer ses entrées car il était déjà plein, avec de longues minutes d'attente aux attractions et des équipements pas encore adaptés à la foule des très grands jours. Il faut qu'on améliore notre accueil en restauration, il faut qu'on augmente la capacité dans les sanitaires, les toilettes du parc. On est en train d'améliorer les parkings, les accès, mettre des bornes électriques. Voilà, mais c'est Nigloland depuis 35 ans, c'est ça, c'est à chaque année, c'est comment on améliore tout, pas que les attractions. Pour gérer au mieux l'affluence, le parc est en discussion avec un opérateur. L'idée d'un système de pré-réservation pourrait voir le jour. En attendant, Krampus Expédition, Noisette Express, le Donjon de l'Extrême, mais aussi les attractions pour les plus jeunes, séduisent donc de plus en plus. Un modèle qui doit perdurer, même si Niglo et Niglot restent très discrets sur les investissements futurs. Cela annonce pour le moment l'envie de mettre en avant le spectacle pyrotechnique de fin de journée pendant la période d'Halloween. Le feu d'artifice est devenu un spectacle nocturne avec une histoire, une voix off, une musique spécialement composée. Vous avez passé des heures dans le parc à attendre, à faire des manèges dans le froid ou dans le chaud ou sous la pluie, mais peu importe. Le spectacle, c'est tous les soirs à la même heure, il n'y a pas d'attente. La seule attente aujourd'hui est celle de la réouverture du parc. Ce sera le 8 avril 2023. C'est le rendez-vous sportif de cette fin d'année. La Coupe du Monde de football est organisée au Qatar jusqu'au 18 décembre. Personne ne peut l'ignorer. Et à quelques jours de leur entrée dans la compétition, la pression monte pour les supporters de l'équipe de France. Une nouvelle victoire finale des Bleus dans un mois et les ventes des maillots pourraient une nouvelle fois bondir à l'approche de Noël. À ce propos, connaissez-vous le concept « le bon maillot » ? L'idée est simple, offrir un coffret mystère qui renferme un maillot de foot d'un club français ou étranger. Le concept a rapidement trouvé son public aux 4 coins du monde. Une idée de cadeau que nous fait découvrir Anthony Sapp et Anne Didier pour Vosges Télévisions.
On a plusieurs maillots, donc là par exemple Sheffield, donc tout ce qui est Angleterre, on a le Stade de Reims. Plus de 150 références, des maillots de foot des 4 coins du monde, bientôt rangés au hasard dans des coffrets mystères. Vous commandez, vous recevez et vous découvrez seulement à ce moment-là ce qui vous a été attribué. C'est le concept original lancé en 2021 par Timothée, ici à l'image, et Louis, absent au moment du tournage, 2 Vosgiens, des copains d'enfance, des amoureux du ballon rond, devenus en quelques mois de jeunes entrepreneurs à succès. L'idée était simple, il suffisait juste d'y penser, la magie des réseaux sociaux a fait le reste. On a vendu notre premier maillot en juillet 2021 et les ventes ont décollé au mois de mars 2022. Avec l'effet TikTok et du coup grâce à ce réseau on est passé à des commandes à 100 commandes par mois, à 500 commandes par mois, puis 1000, puis 2000, puis 3000 et là aujourd'hui on est autour des 4000 commandes par mois. Le Bon Maillot, c'est le nom de cette jeune société vosgienne qui travaille avec plusieurs fournisseurs à l'international et des marques officielles. Mais depuis quelques mois, ce sont les clubs professionnels eux-mêmes qui sollicitent Timothée et Louis, notamment Wolverhampton ou Leeds en Angleterre, pour un partenariat gagnant-gagnant. Nous, on a un peu plus de 100 000 visites par mois actuellement et on met leur petit logo sur notre site de manière à ce que ça soit visible et ça les intéresse de travailler avec nous parce qu'effectivement, il y a du trafic et ça les met aussi en avant. Oui. Du coup, l'ascension de la plateforme est fulgurante avec des chiffres qui s'envolent depuis sa création. On a fait un peu plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires depuis le départ, donc depuis plus d'1 an et demi. Et on vise 1,5 million d'ici juin 2023. Timothée et Louis ont embauché 3 salariés et travaillent pour le moment dans 2 petits locaux. Mais il faudra rapidement déménager et embaucher encore pour suivre un rythme qui va s'accélérer grâce à l'effet Coupe du Monde d'abord, grâce ensuite à un coup marketing lancé pour l'occasion. 3 tickets d'or, d'argent et de bronze vont être glissés dans des boîtes mystères pour faire gagner aux plus chanceux différents cadeaux. Voilà, et au pied du sapin, dans quelques semaines, vous trouverez aussi sûrement un ou plusieurs livres. Parmi les ventes à succès en ce moment, l'écrivaine Catherine Millet vient de se voir décerner le prix Castel pour son roman Commencement, publié chez Flammarion. Vous voyez à l'écran quelques images de cette cérémonie. Dans cet ouvrage, l'auteur raconte notamment ses débuts dans le monde de l'art contemporain et les nombreuses rencontres faites dans ce milieu. Voilà une autre idée de cadeau à faire à l'approche des fêtes. Elle rêve, elle, toute de la couronne Miss France. La soirée, suivie chaque année par des millions de téléspectateurs, se tiendra le 17 décembre prochain. Et en attendant de savoir qui deviendra Miss France 2023, les candidates se préparent pour le jour J. En Martinique, Axel René enchaîne les shootings photos avant de s'envoler pour l'Hexagone. Les coulisses de cette dernière ligne droite nous sont racontées par Marlène Mec pour Via ATV Martinique sur place. Sous l'œil du photographe, Axel René enchaîne les poses. Élue le 24 septembre dernier, la jeune Miss Martinique a déjà pris ses marques et évolue avec assurance devant le directeur artistique et son équipe. Pour ce dernier shooting au pays, Kevin O'Brien a choisi de mettre en avant à la fois des créations locales et dans l'air du temps. Nous avons travaillé avec les créations de créateurs locaux. J'ai aussi mis à contribution quelques tenues donc, de mes collections, de manière à pouvoir lui créer tout un panel effectivement de look, de style, pour qu'elle puisse avoir des images pour valoriser la Martinique et par là même aussi développer sa popularité. Un travail sur l'image dans un cadre choisi avec soin. La Villa Kawan aux Trois-Îlets a l'avantage de permettre des mises en lumière très variées. Il reflète bien la Martinique à travers déjà ses couleurs. On a un super beau temps. On a aussi un peu de plage. Maquillage, coiffure, stylisme, une dizaine de personnes s'affairent autour de la jeune femme de 21 ans, soutenue par sa maman jamais très loin. Une journée qu'Axel René vit comme un rêve éveillé. Je me suis sentie très bien pendant cette journée de shooting. J'ai tourné plusieurs vidéos pendant lesquelles j'ai dû répondre à diverses questions. J'ai aussi eu la chance d'avoir beaucoup de personnes autour de moi pour me maquiller, pour me coiffer. Donc ça fait toujours plaisir et ça permet de se rendre compte du rêve que j'ai réalisé en devenant Miss Martinique. Petit lapsus. Ce rêve-là, Axel René va le toucher du doigt très bientôt.
la candidate martiniquaise à l'élection de Miss France prend son départ dès demain pour la préparation officielle de la soirée du 17 décembre. Voilà, rendez-vous donc pris pour les 30 candidates le 17 décembre prochain pour l'élection de Miss France 2023. On sera tous devant notre écran, bien sûr. Sans transition dans ce journal, intéressons-nous à présent à un métier historique en voie de disparition, celui de rémouleur. Aiguiser les lames de couteau, de ciseaux ou de n'importe quel objet tranchant, c'est l'activité de cet artisan, souvent ambulant d'ailleurs. Dans la Sarthe, un seul rémouleur est encore mobile grâce à une camionnette aménagée. Rencontre avec Anthony Piton, journaliste pour LMTV Sarthe. Le geste est précis, efficace. Au fur et à mesure des passages sur la meule, la lame retrouve son tranchant. Dans sa camionnette aménagée, Philippe prépare tout ce qu'il coupe. Les couteaux, les ciseaux et toutes sortes d'outils en acier ou en fer trempé. La différence qu'on peut faire, c'est l'usage qu'on va faire de l'outil. Par exemple, quand on prend un couteau, on n'affûtera pas un trancheur comme on affûtera un éplucheur, et on n'affûtera pas un ciseau de couture comme on affûtera un ciseau de coiffure. Voilà, chaque outil a sa spécificité et donc son style d'affûtage et son angle d'affûtage surtout. Philippe est l'un des seuls rémouleurs en Sarthe et surtout le seul rémouleur ambulant. Tous les mercredis, sa camionnette se pose sur le marché de la Flèche et les clients ne manquent pas. On peut essayer chez soi, mais après ça coupe pas au bout de 3-4 fois. Donc chez un rémouleur, très bien. Hormis cette clientèle de particuliers que je retrouve ici, j'ai essentiellement une clientèle de professionnels, parce qu'essentiellement, après effectivement, dans les métiers de bouche, restaurateurs, boucherie, traiteurs, couturières, coiffeuses, voilà, tous ces gens qui utilisent des outils coupants ont des besoins d'entretien et d'affûtage réguliers, de bonne qualité. Pourtant, il y a quelques années, les rémouleurs avaient totalement disparu en Sarthe. L'époque n'était plus à la réparation des vieux couteaux, mais d'après Philippe, aujourd'hui, la tendance s'inverse. On est passé par une société de consommation importante, beaucoup en reviennent et beaucoup avec les budgets qui se réduisent. Tout le monde pense à réutiliser, à redonner une deuxième vie et à réparer. Le rémouleur est aussi présent sur des parkings de centres commerciaux. C'est le cas au Mans, tous les deuxièmes jeudis du mois, devant le magasin Métro. Histoire encore dans ce journal avec le soulagement des habitants de Villemur-sur-Tarn en Haute-Garonne. Là-bas, une friche historique et magnifique à l'abandon depuis presque 10 ans vient de retrouver un repreneur. Une nouvelle vie pour ce site de près de 8000 m² qui a fait la fierté de la commune pendant des décennies. Jusqu'à 600 salariés y travaillaient sur place pour la production notamment de biscottes et de pâtes alimentaires. Le nouveau projet porté par le groupe Essor mixera logement, commerce et bureaux. Images spectaculaires des lieux et interviews récoltées par Manon aussi pour la Dépêche du Midi, notre partenaire sur place. Ça, c'était les bureaux, l'entrée principale, les bureaux avec une partie pour le personnel et une partie bureau pour les clients. C'est un bâtiment qui me passionne depuis toujours et la crainte qu'on avait, c'était que progressivement il soit détruit. Ce tournant, je crois que c'est, sur les 30 dernières années, c'est vraiment l'élément essentiel de la sauvegarde de ce bâtiment, qui est quand même assez extraordinaire. Allez, on referme ce journal avec une pâtisserie pour le moins gourmande et indissociable de la culture gastronomique de la Somme. Le gâteau battu, c'est son nom, est une spécialité aussi riche, vous allez le voir, en calories que délicieuse. Des œufs, de la levure, de la farine, du sucre et du beurre. Il n'en faut pas plus, même s'il en faut beaucoup pour confectionner ce gâteau. Ces secrets de fabrication vous sont dévoilés par Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, qui s'est rendue dans une boulangerie spécialisée et qui s'est régalée. Regardez. Il représente peut-être à lui seul l'identité de la Picardie maritime. Et oui, rares sont ceux qui boudent le moelleux d'un bon gâteau battu. Bah oui, c'est le meilleur. La texture, tout ça, c'est bien, ça change. Aussi l'odeur, quand elle vient d'être cuit, c'est très agréable. À Quesnoy-le-Montant, près d'Abbeville, le gâteau battu est une spécialité. Depuis 1956, on mélange ici les quelques ingrédients nécessaires à sa confection. Un peu de sucre, pas mal de farine, de la levure, des jaunes d'œufs et du beurre en grosse quantité. Pour vous donner le ratio, une brioche, on a 1 kg de farine pour 500 g de beurre.
D'accord? Moi, sur le battu, je suis 1 kg de farine pour 1 kg de beurre. Je suis 1 pour 1. Chaque jour, près de 900 gâteaux battus sortent du laboratoire de Nicolas Amourette. En 15 ans d'expérience, il a tout appris de la recette et de son histoire. Le gâteau battu, avant, s'appelait le gâteau mollet, qui venait des Flandres et qui a été ramené sur la région. Et là, à partir de 1900, ils ont vraiment, c'est devenu une spécialité régionale. Historiquement, le gâteau battu était servi à l'occasion de mariage ou de vin d'honneur, et surtout l'été, car il lui faut de la chaleur. De la chaleur et un bon coup de main. À 3 reprises, après les avoir laissés se reposer, il faut donner à ces 40 kg de pâte ce qu'on appelle un tour. La pâte, elle était inerte, elle n'avait pas de force. Donc l'objectif, c'est de lui donner de la force. Et pour ça, il faut le battre, donc d'où le terme gâteau battu. La pâte est ensuite moulée pour à nouveau se reposer. C'est là qu'elle prendra sa forme emblématique. Dernière étape, la cuisson au four, 17 minutes à 170 degrés. En tout, il aura fallu presque 3 heures de travail avant d'apprécier la qualité du produit. Quand le gâteau dévoile sa pâte alvéolée et ses senteurs. Bah là, vous pouvez voir qu'il est moelleux parce qu'en fait, j'ai du mal à le couper. Idéalement, c'est de le laisser rassir un petit peu, quoi. Ne reste plus qu'à l'apprécier. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous, à bientôt.